Bien, donc notre position, la position, c'est de proposer des mesures efficaces, en fait. Proposer des mesures efficaces, donc il convient en fait de promouvoir de la bonne technologie, donc par exemple des moteurs diesel qui ont, et on va en parler, qui sont à un niveau d'émission qui sont extrêmement compétitifs, et surtout autant que possible favoriser en fait la sortie de vieux véhicules qui sont émetteurs, qui sont très largement émetteurs. Donc, dans toutes les discussions qu'il y a pu y avoir récemment en disant tiens, je pourrais éventuellement interdire l'achat de nouveaux diesels, mais ne rien faire du tout pour supprimer des anciens diesels sont très émissifs. Nous, on n'est pas pour. Je citerai par exemple 2 exemples. Si on regarde entre véhicules norme Euro 5, Euro 6, c'est-à-dire des véhicules diesel avec filtre à particules, par rapport à la norme Euro 3, il faut en fait un véhicule norme Euro 3 correspond à des émissions de 200 véhicules Euro 5 ou Euro 6 avec filtre à particules. Et si je prenais Euro 1, c'est entre 600 et 1000 véhicules. Ça veut dire on voit tout de suite en matière d'efficacité, on a tout à fait intérêt à promouvoir en priorité en fait la sortie de vieux véhicules plutôt qu'interdire des véhicules de nouvelles technologies et qui sont bien entendu excellents et contributeurs à l'environnement. Oui, c'est effectivement étonnant et c'est bien de le souligner et c'est marqué dans le petit bouquin. Et les stations, c'est pas seulement pour les camions, parce qu'à l'époque c'était ça, mais alors, ça change. Pourquoi ? Je dis, je pense après l'esprit pollution atmosphérique, qualité de l'air, il ne faut pas croire que les Américains sont moins sensibles que d'autres. Donc si aujourd'hui, il y a une volonté de pousser sur le diesel, donc il y a une initiative, ils appellent ça le Green Diesel, vraiment le diesel vert aux États-Unis, c'est que ça répond aux exigences du marché. En termes d'émissions de pollution, dont on va parler, oui, c'est le niveau Euro 6 ou un peu plus. Et ça répond surtout pour des véhicules qui sont lourds et imposants. Prenez les Américains, ils aiment bien les pick-up, donc les gros SUV. Vous avez des gains de consommation de 20%. Et quand vous avez un véhicule qui fait 15 litres au 100 en essence, 20%, ça commence à faire beaucoup. Même si au niveau du prix de la pompe, le gasoil est un peu plus cher que l'essence. N'empêche que la consommation est beaucoup moins importante. Et après, avoir la chance de faire 1500 km avec un plein, mais pour les Américains, ça a de la valeur. Et donc le diesel, petit à petit, d'année en année, se développe avec les constructeurs allemands qui importent des modèles, qui ont été les premiers, mais aujourd'hui, on a les Américains aussi qui suivent. General Motors a lancé un véhicule Cruise, qui est un segment classique, TIL 308 berline, sur le marché américain pour pousser un petit peu les développements. Disons un domaine naissant. Voilà. Un domaine naissant et qui s'axe beaucoup plus sur la réduction des émissions de CO2. Donc l'idée de ce type de dispositif est relativement simple. Bon, on dit en général que quand on met 1 litre de carburant dans le réservoir, il y en a un tiers qui sert à faire avancer la voiture, un tiers qui sert à chauffer l'eau du moteur et puis l'habitacle, et puis un tiers qui est perdu à l'échappement pour les petits oiseaux. Ça leur permet d'avoir un petit peu plus chaud l'hiver. Donc l'idée de ce type de dispositif, qu'on avait lancé en première mondiale avec PSA en 2006, c'est de récupérer justement cette énergie qui est perdue dans les gaz d'échappement et de la valoriser, de la rendre utile. C'est un petit peu le principe du recyclage, sauf que là on fait du recyclage d'énergie. L'idée est relativement simple. Dans un premier temps, on a d'autres solutions un petit peu plus compliquées et un petit peu plus qui permettent de valoriser un petit peu mieux cette énergie, mais c'est pour la suite. C'est peut-être un peu plus cher aussi, non ? Tout de suite, vous parlez d'argent. Les grands mots, dans la vie. Donc parlons de cette solution qui n'est pas chère et que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre stand au salon. Qui illustre d'ailleurs très bien le programme de l'E300, on parlera un petit peu plus tard. Tout à fait. Donc l'énergie, je reviens à cette énergie, c'est de l'énergie thermique et on récupère cette chaleur que l'on transfère à la chaleur du circuit de refroidissement moteur. Ça permet dans les phases de démarrage, quand le moteur est froid, il faut savoir que juste après le démarrage, on peut consommer jusqu'à 30 à 50% de plus du fait sur les premières secondes, du fait que le moteur est froid, qu'il frotte énormément. Et donc cette énergie, on l'apporte au moteur pour réduire rapidement ses frottements et ça permet un gain en consommation et une réduction des émissions de CO2. Alors en plus c'est diabolique puisque ça marche encore mieux dans les conditions réelles d'usage, notamment en hiver.
Et parce qu'en plus de réduire votre consommation de carburant, ça améliore le chauffage de votre habitat. Vous savez que dans votre voiture, parfois l'hiver, vous attendez un petit peu, vous avez froid, puis vous attendez beaucoup, vous avez toujours froid. On consomme moins, on est mieux chauffé, c'est incroyable. Voilà. Et donc, on arrive à faire ce paradoxe. On consomme moins de carburant et on a chaud plus vite. Et tout le monde est content et c'est pour le coup pas cher. Voilà, oui, exactement. Alors en Europe, on travaille de l'autre côté, donc sur le moteur diesel. C'est de dire est-ce que le moteur diesel peut brûler aujourd'hui un mélange de carburant. Si on dit qu'on garde les raffineries d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourra demain utiliser une seule motorisation mais avec un carburant mélangé? Je suis sûr que chez Total, il serait très content. Hein. Une seule raffinerie. Donc, bon, là, sur la partie combustion, voilà ce qui se fait côté essence et côté diesel. On a des tentatives de regroupement. Au niveau ingénierie, Delphi, il avait pris une action il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi aujourd'hui, je pense, de rassembler un peu les deux centres de recherche. Il y a des scientifiques qui travaillent sur le moteur essence, des scientifiques qui travaillent sur le moteur diesel. Donc, on a maintenant une organisation commune. Au niveau du système d'injection, alors aujourd'hui, même sur les moteurs, hein, on parle de modularité sur les moteurs diesel. Hein, on utilise la même cylindrée. On a 3 cylindres, un moteur 1,5 litre. Ensuite, 2 litres, un moteur 4 cylindres. Ensuite, un moteur 6 cylindres, 3 litres, ce qui se fait chez BMW ou autres. On parle de modularité entre les moteurs diesel, mais il y a la pensée, il va beaucoup plus loin, de parler de modularité entre le moteur diesel et le moteur essence. Pourquoi ne pas avoir le même moteur? Et au niveau système d'injection, d'avoir aussi un système d'injection commun, de produire des pièces en commun et d'avoir très peu de modifications, c'est-à-dire, on va dire, sur un système d'injection, par exemple, on a le même calculateur. Donc nous, aujourd'hui, on a coordonné le développement du software et de l'électronique pour les 2 motorisations et des clients qui achètent le même calculateur pour les 2 motorisations. Ensuite, au niveau du moteur, même en parlant du bloc moteur, en parlant de la culasse, en parlant des accessoires post-traitement, on peut aller beaucoup plus loin. Donc au niveau système d'injection, dire voilà pourquoi on ne produit pas à la rigueur dans les mêmes usines les mêmes composants. Donc je pense que le futur, là on a plein de jeunes ingénieurs probablement dans la salle, notre monde il va changer. Donc la pensée qu'on a lancée au niveau recherche, c'est de changer cette pensée bipolaire qu'on avait depuis longtemps. Je vous rassure, au Luxembourg ils parlent français. Hein, on peut donc qu'on a tremballé depuis un siècle avec du raffinage. Donc on commence à penser d'avoir qu'une seule technologie ou d'avoir les 2 technologies mais avec très peu de modifications.